Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là pour m'écouter cet après-midi. Donc effectivement, je suis doctorante en début de troisième année en sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne Nouvelle et ma thèse porte sur France Télévisions pendant la crise sanitaire. L'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une étude sur un corpus restreint, c'est une étude exploratoire sur un dispositif spécifique. Alors, l'émission que j'étudie, c'est une émission politique de France 2, c'est Vous avez la parole. Vous avez la parole, c'est une émission qui a été présentée par Léa Salamé et Thomas Soto, qui sont ces deux journalistes très connus en France. En fait, France 2 a en permanence une émission politique en cours à la programmation occasionnelle. Et Vous avez la parole, c'était entre 2019 et 2021. Ça a été remplacé ensuite par Élysée 2022. Et maintenant, c'est l'événement, il me semble. Il y a eu 11 émissions donc, entre 2019 et 2021. C'est une émission en prime time et en direct, et qui est généralement construite autour d'un invité politique, autour de qui l'émission donc, est structurée. Et en plus de cet invité politique, il y a un panel de Français et de Françaises, plus ou moins représentatifs, qui en fait ont des opinions politiques différentes et appartiennent à des catégories socio-professionnelles différentes. Et donc qui sont là pour exprimer leurs opinions, leurs positionnements et poser des questions à l'invité politique invité. Mais les deux émissions sur lesquelles je travaille aujourd'hui sont différentes parce que ce sont des émissions spéciales qui ont eu lieu au tout début de la pandémie en France, de la pandémie de Covid-19. Donc la première émission, elle a été diffusée le 16 mars 2020. Elle s'intitule « La France face à l'épidémie ». Et en fait, le 16 mars 2020, c'est le soir de l'allocution du président Macron qui annonce le début du confinement. Donc c'est une émission juste après pour un petit peu débroussailler et expliquer ce qui va se passer. Et l'autre émission, le 26 mars 2020, c'est La France confinée, donc 10 jours plus tard. Et là, ça suit l'annonce de certaines mesures de durcissement du confinement, de fermeture de certains commerces, etc. Dans ces deux émissions, donc, il y a de longs entretiens avec des personnalités politiques, principalement du gouvernement, aussi un petit peu de l'opposition. Il y a aussi l'éclairage d'experts médicaux, économiques, des acteurs du monde du spectacle, enfin, de tout un tas de gens. Et cette fois, il n'y a pas de panel de Français, mais il y a l'utilisation du hashtag « On vous répond ». Le hashtag « On vous répond », c'est un hashtag transversal qui a été lancé au tout début de la crise sanitaire pour toutes les émissions d'information de France Télé. Il est beaucoup utilisé dans le JT. Pendant plusieurs mois, dans tous les journaux télévisés, il y a une pastille de plusieurs minutes construite à partir du hashtag « On vous répond ». C'est aussi utilisé sur la chaîne d'information en continu du groupe France Télévisions France Info et donc dans les émissions spéciales politiques du type « Vous avez la parole ». Le principe, c'est que donc, les téléspectateurs / internautes peuvent utiliser ce hashtag directement sur Twitter ou à partir de la plateforme France Info pour poser des questions auxquelles il sera peut-être répondu dans l'émission. Je vous ai mis là la présentation de Thomas Soto au début de l'émission, qui dit donc « Ce qu'on va faire, c'est tenter de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas vraiment, tout ce qui vous passe par la tête, toutes les questions et toutes les inquiétudes sont légitimes ce soir. » On va voir que pas forcément. Ce dispositif, il est intéressant à étudier parce qu'il permet d'étudier le lien donc, entre l'antenne, l'émission diffusée à l'antenne, et une plateforme pour répondre à un service public d'information sur la santé. À une mission de service public d'information sur la santé, pardon. Et donc, il permet de se questionner sur quelle concordance y a-t-il entre l'usage de la plateforme par le média traditionnel et l'usage de cette même plateforme par les téléspectateurs, et comment ça s'articule. Donc, pour étudier ce dispositif, j'ai utilisé un outil qui est mis à disposition par l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France, qui est la Social TV. C'est un outil assez nouveau. C'est un outil qui permet de visionner les tweets liés à un hashtag donné en même temps que l'émission à laquelle ils sont liés. Ou même s'ils ne sont pas liés d'ailleurs. On peut mettre n'importe quel mot-clé et regarder n'importe quelle émission et les voir simultanément en temps réel. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'une part, j'ai observé et extrait les tweets qui utilisaient le hashtag « On vous répond » sur les deux soirées. Et d'autre part, j'ai extrait manuellement, il n'y en avait pas beaucoup, donc ce n'était pas trop difficile, les questions sélectionnées par l'émission.
Donc soit elles étaient présentées comme ça avec un visuel Twitter par écrit, ou parfois elles étaient seulement prononcées par le présentateur. Donc j'ai fait une première observation qui n'a rien de surprenant, c'est le ratio entre le type de tweets envoyés, le nombre de tweets envoyés et le nombre de questions sélectionnées. Donc le premier soir, on a 958 tweets envoyés, 12 questions diffusées. Le deuxième soir, 1052 tweets envoyés et aussi 12 questions diffusées. Donc à partir de là, des questions de recherche émergent tout de suite. Une première question générale, quel tweet est-ce que France Télé sélectionne, dont en découlent d'autres? Quel type de questions et quel type de sujets sont laissés de côté? Et quelles attentes de la part des téléspectateurs peut-on déceler? Et dans quelle mesure est-ce que France Télé répond à ces attentes? Donc pour répondre à ça, j'ai codé toutes les données que j'avais récoltées, tous les tweets, toutes les questions, avec 3 variables principales. Donc le sujet du tweet, qui est déterminé par les mots-clés principalement, le type de discours, qui est déterminé par la syntaxe, la formulation, la ponctuation, le vocabulaire. Je vous ai mis des exemples à chaque fois. Et le ton, l'émotion du tweet, donc déterminé surtout par la ponctuation, le registre de langue et l'usage des majuscules. Donc les résultats après avoir codé et analysé ces données, c'est qu'il y a de grandes différences entre les 2 soirs, surtout pour ce qui est des tweets envoyés. Donc je rappelle que le premier soir, c'est l'annonce du confinement, le deuxième soir, c'est 10 jours après. Pour le premier soir, dans les types des discours des tweets envoyés, on a une immense majorité de questions pratiques ou médicales, 73% en tout. Mais si on regarde, on voit que les catégories demande d'explication, interpellation et accusation ou critique directe représentent 23%, ce qui n'est pas négligeable. Et dans les tweets diffusés, on voit 100% de questions pratiques et médicales très concrètes. Le journaliste dit presque systématiquement, avant chaque question, une question très concrète des téléspectateurs. Au niveau des sujets des tweets envoyés, il y en a 8 qui émergent avec une majorité de tweets qui traitent de la sécurité sanitaire, du travail ou des modalités du confinement. C'est-à-dire quelle case je dois cocher dans l'attestation, comment je fais pour faire mes courses, des choses vraiment très concrètes pour le coup. Au niveau des questions diffusées, on retrouve les mêmes sujets majoritaires, sécurité sanitaire, travail et modalités du confinement, mais il y a une disparition des sujets manque d'équipement et politique. Manque d'équipement, vous vous en souvenez probablement si vous étiez en France, c'est surtout les tests et les masques qui manquaient beaucoup à ce moment-là. La disparition du sujet politique peut surprendre parce que c'est quand même censé être une émission politique avec des invités politiques sur le plateau. Et donc on peut interpréter ça comme un choix de la part de France Télévisions de ne pas aborder de sujets potentiellement clivants ou inconfortables. Sur le ton des tweets envoyés, alors ils sont très majoritairement neutres. On n'a que 5% de tweets qui expriment de la colère ou du mécontentement et 4% de l'inquiétude. Et ce n'est pas surprenant, dans les questions diffusées, on est à 100% de questions neutres. Ce qu'on remarque qui est assez intéressant, c'est que quand un tweet est diffusé, les marques d'émotion sont gommées. Je vous ai mis là le tweet original trouvé sur Twitter et le tweet diffusé. Il n'était pas présenté comme ça, mais il est verbatim, il est écrit exactement comme ça. Et donc on voit que dans le tweet original, il y a 4 points d'interrogation et que le tweet diffusé est neutralisé, en fait. Les marques d'émotion sont gommées. Donc on voit pour ce premier soir, France Télé qui chercherait à répondre à une situation qui est compliquée et inédite par de l'apaisement, de la factualité, en essayant d'éviter des sujets trop clivants ou inconfortables du type politique ou des choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Et ça correspond pour le coup ce soir-là à des téléspectateurs internautes qui sont sidérés et qui cherchent avant tout à savoir comment vont se dérouler les prochaines semaines de leur vie. Le deuxième soir, c'est très différent. D'abord, il y a des nouveaux sujets qui sont apparus dans les tweets envoyés. Sujet de la stratégie, donc la stratégie du gouvernement face à la crise sanitaire. Le sujet de la chloroquine et de Didier Raoult. Si vous étiez en France, vous savez aussi de quoi il s'agit. Le sujet que j'ai appelé Big Pharma, entre guillemets, donc c'est quand des gens soulèvent les liens entre des médecins médiatiques ou qui font partie du conseil scientifique et des laboratoires pharmaceutiques.
et le sujet du contrôle et de la répression des gens qui ne respectent pas le confinement. Et on voit que le sujet le plus abordé par les téléspectateurs internautes ce soir-là, c'est la politique. Et donc c'est 17%, alors qu'on était à 8% le premier soir, donc ça a énormément augmenté. Et le deuxième sujet le plus abordé, c'est la stratégie, à 12%. Et ce qui est intéressant quand on regarde dans les tweets envoyés sur le sujet de la stratégie, c'est que 42% d'entre eux expriment du mécontentement ou de la colère. Et les autres sont neutres, il n'y a pas de satisfaction. On a donc des téléspectateurs internautes qui sont confinés depuis 10 jours et qui commencent à avoir une opinion sur la gestion de la crise et qui cherchent à l'exprimer. Donc on voit une volonté d'appropriation de la situation qui contraste avec la sidération et la passivité qu'on pouvait observer dans les tweets le premier soir. Au niveau du ton général pour ce deuxième soir, on a 49,5% de mécontentement ou de colère, ce qui est beaucoup plus que le premier soir. Je vous remets le premier soir, on avait presque 100% de neutres, donc ça change beaucoup. Et cette colère, elle se manifeste aussi par les types de discours. On a beaucoup plus d'affirmations. On avait 2% le 16, on en a 19% le 26. Et d'interpellations, on en avait 8% le 16 et 25% le 26. On a aussi moins de questions pratico-médicales que le premier soir. Il y a 20% encore, ce qui n'est pas rien. Mais je rappelle qu'on était à 73% auparavant. Ces tendances, elles se répercutent légèrement sur les questions diffusées. Alors, il y a toujours une majorité de questions pratiques ou médicales, 9 sur 12, donc on est loin de l'ordre de grandeur qu'on observe sur Twitter. Mais il y a quand même 2 demandes d'explications qui sont diffusées, dont une qui est « Pourquoi est-ce que les ministres avec peu de symptômes sont-ils testés alors que les citoyens normaux ne le sont pas ?» Donc, c'est une question qui peut mettre en difficulté la personnalité politique à l'antenne. Sauf que c'est Michel Simès qui y répond, ce n'est pas une personnalité politique. Et il y a même une accusation à propos du maintien du premier tour des élections municipales qui serait un désastre. Donc la tendance à la contestation sur Twitter affleure un petit peu, mais le ton diffusé, le ton des questions diffusées reste 100% neutre. Donc il n'y a aucune trace de la colère qui agite les tweets envoyés. Ce qu'on observe aussi, c'est que ce hashtag il est utilisé pour donner de la visibilité à d'autres comptes ou d'autres causes qui sont politiques. Par exemple, il y a ce compte qui s'appelle Au nom de la France, qui est un compte Twitter qui cherche à faire gagner la droite. Il y a hashtag faire gagner la droite. Et qui poste souvent des visuels et des hashtags pour faire monter des sujets en tendance. Donc là, c'est quelque chose qu'ils ont posté à d'autres moments. Et ce soir-là, en fait, ils ont fabriqué des visuels où ils reprennent le hashtag On vous répond pour se visibiliser à travers ce hashtag qui est très utilisé et donc qui est lié à une émission très regardée. Et donc, ils ont des partisans qui l'utilisent, qui le reprennent et qui tweetent frénétiquement avec ce hashtag et ce #. Tout ça, ça indique donc des téléspectateurs qui veulent apporter leur pierre au débat et se rendre visibles via ce hashtag. On a un hashtag qui est utilisé presque comme un forum, plus du tout uniquement pour poser des questions, mais plus comme un endroit pour exprimer son opinion, son positionnement, ses sentiments. Moi, je le vois comme un exutoire pour pallier un sentiment d'absence et d'écoute, d'absence d'écoute et de contact avec la représentation nationale. En effet, je rappelle qu'à ce moment-là, juste avant le début de la crise sanitaire, on est dans un contexte politique très tendu. Il y a plusieurs fronts de contestation sociale qui sont ouverts, notamment à propos de la réforme des retraites, de la loi sécurité globale. Pas si longtemps auparavant, il y avait les gilets jaunes dont on a parlé ce matin. Et un reproche qui revient tout le temps envers le gouvernement et qui est toujours, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est de ne pas écouter et de rompre tout dialogue et tout contact avec la contestation. Vous avez la parole. On avait même fait une émission sur le sujet le 9 janvier qui s'intitulait « Comment sortir de l'impasse ?» Donc c'est vraiment une situation politique très prégnante. Donc il n'y a pas de canal pour parler au gouvernement. Donc il y a une utilisation via ce canal pour essayer de faire passer des messages et du mécontentement. Dans cette étude, il y a plein de limites, mais il y en a une... Déjà, c'est que j'ai observé certains résultats qui étaient incohérents, dans le sens où certains tweets diffusés, je ne les ai pas retrouvés sur Twitter. Donc, il y a j'identifie 3 possibilités pour l'expliquer. Soit ça peut être des tweets fabriqués. Si c'est des tweets fabriqués, ils peuvent être soit complètement inventés,
par la rédaction, ce qui est une pratique assez commune à la télé, à laquelle j'ai déjà assisté dans ma carrière antérieure. Soit ils sont fabriqués à partir de synthèses de ce qu'ils ont reçu. Et ça, cette hypothèse, elle est corroborée par mes observations. Par exemple, j'ai beaucoup identifié le mot-clé garde alternée et assistante maternelle le premier soir. Et il y a 2 questions qui ont été posées sur ce sujet, sans qu'elles soient écrites, comme ce que je vous avais montré avant, mais qui ont juste à l'oral. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc autre possibilité, ce sont des tweets qui ont été oubliés par l'outil de l'INA, qui peut arriver. Ou alors, ce sont des tweets qui ont été envoyés directement par la plateforme de France Info ou par Facebook. Et donc ça, c'est très embêtant parce que malheureusement, je n'ai pas accès à ces données-là qui n'ont pas été archivées par l'INA et par la BNF. Mais on peut supposer que sur la plateforme de France Info, le ton est peut-être plus policé que sur Twitter, ce qui pourrait expliquer en partie une surreprésentation des questions pratiques au ton neutre. J'ai tenté de mener des entretiens avec des gens qui ont travaillé sur ce dispositif, bien sûr, pour en parler. J'ai fait chou blanc pour le moment, mais je persévère. Et je pense que je finirai par y arriver. J'ai aussi l'intention d'élargir le corpus aux autres émissions qui utilisent le hashtag On vous répond et de voir comment ça se décline dans le temps sur toute la durée de la crise sanitaire. Là, on est vraiment au tout début, donc ce sera intéressant de voir comment ça se passe quand il y a les vaccins qui apparaissent. Enfin, vous vous souvenez de toutes les étapes de cette période. Et il y a l'INA qui m'aide pour récolter des données là-dessus. On a commencé un travail là-dessus. Et je voudrais aussi travailler avec des outils d'analyse lexicométrique pour aller plus loin dans les analyses de discours des tweets. Pour conclure, quelques mots de conclusion. On a 2 émissions qui ont un contenu très similaire. C'est quasiment les mêmes intervenants qui y sont, c'est quasiment les mêmes sujets qui sont évoqués. Donc, qu'est-ce qui change? C'est l'expérience des téléspectateurs. La sidération est passée le 2e soir et elle est remplacée par des questionnements. Et ce sont des questionnements qui, pour beaucoup, sont légitimes, même si les formes ne sont pas mises et que France Télévisions, on comprend qu'ils ne puissent pas diffuser forcément les choses comme ça. Je vous ai mis quelques exemples d'interpellations un peu virulentes, mais qui sont des questions qu'on peut entendre. Pourquoi obliger les SDF à s'enfermer dans un hôtel au printemps alors qu'en hiver, vous les laissez crever de froid dehors? Monsieur Castaner, vous sentez-vous coupable aujourd'hui que les soignants sauvent la France de les avoir fait matraquer? Donc, des questions légitimes, je trouve. Ce qu'on remarque dans toutes ces questions, qui même s'il y a de la colère, c'est virulent, les formes ne sont pas forcément mises, on observe encore assez peu de complotisme par rapport à ce qu'on a vu plus tard. Donc on peut se poser la question, est-ce que si ces questions avaient été prises en compte, si elles avaient été traitées, si on y avait répondu, est-ce que ça aurait pu enrayer la montée du complotisme qu'on a pu observer ensuite? Je ne sais pas, je pense que peut-être. En tout cas, je pose la question. Quoi qu'il en soit, je pense que ces tweets sont une mine d'informations dont je n'ai fait qu'effleurer la surface. Et même si ça fait sens que France Télé ne les diffuse pas tous, encore une fois, leur exploitation, je pense, serait bénéfique pour eux. Car France Télé, en effet, est légalement tenue de représenter toute la société française et de s'adresser à toute la société française. Et même si, bien sûr, on ne peut pas donner de la représentativité à ces tweets, je pense que les prendre en compte et les traiter pourrait les y aider. Juste pour finir, ce hashtag, ensuite, il a été pérennisé depuis, sous la forme d'une émission sur la chaîne France Info, aussi d'une page internet sur le site internet de France Info, donc qui est sur toutes sortes de sujets. Et surtout, il est présent maintenant quotidiennement dans le journal Météo-Climat. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le journal Météo-Climat, ça a remplacé la météo, parce que France Télé est dans une volonté de parler le plus possible du réchauffement climatique et de visibiliser ces enjeux et ces effets. Et donc, tous les soirs, dans le journal Météo-Climat, on peut poser une question via le hashtag On vous répond, pour qu'un chercheur, éventuellement, y réponde. Donc, on a un hashtag qui a été mis en place pour répondre à une urgence sanitaire très vite et qui est maintenant pérennisé pour l'urgence climatique, qui ne va pas se régler de sitôt, vraisemblablement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.